Et on va passer maintenant à la chronique sur l'Europe, chronique hebdomadaire que l'on fait en partenariat avec le Centre d'excellence Jean Monnet de Aix-Marseille Université. Et aujourd'hui, Sandrine Maljean-Dubois, qui est chercheure au CNRS, parle de l'Europe et du changement climatique. Et vous me donnerez votre opinion après. Sandrine Maljean-Dubois, l'Europe a été pendant très longtemps le chef de file sur la question du changement climatique. Comment cela s'est-il manifesté et pourquoi cet engagement de l'Europe ? Oui, en effet, à partir des années 90, on commence à négocier le régime international du climat et l'Europe va jouer un rôle très important, en particulier dans la négociation du protocole de Kyoto, qui sera adopté en 1997 et dans lequel l'Union européenne s'engagera à limiter ses émissions de 8% en 2012 par rapport à une année de référence qui est 1990. L'Union européenne a pris à cœur la question, qui était à l'époque assez consensuelle entre les pays membres de l'Union, et a effectivement largement tenu ses engagements, puisque sur la période, ces émissions de gaz à effet de serre n'ont pas été réduites de 8%, mais de 24%, ce qui est tout à fait remarquable, surtout quand on sait que pendant ce temps, la croissance économique n'a pas fait défaut, elle a été d'environ 47%, donc on voit bien que la croissance économique et la croissance des émissions de gaz à effet de serre se sont séparées de trajectoire. Alors, est-ce que le rôle de chef de file de l'Europe a été confirmé lors de la COP 21 qui, je le rappelle, a eu lieu fin 2015 ? Oui, mais malheureusement, depuis les derniers élargissements, depuis le milieu des années 2000, l'Europe est fragilisée sur cette question à l'international par le fait qu'elle est assez divisée. L'Europe s'est élargie aux pays d'Europe centrale et orientale, parmi lesquels certains ont des économies qui sont des économies très charbonnées, qui reposent beaucoup sur le charbon, et il y a maintenant des lignes de fracture importantes sur la question du changement climatique. Donc, je dirais que les choses sont beaucoup plus compliquées aujourd'hui qu'hier. L'Europe a beaucoup plus de mal à parler d'une seule voix, ou en tout cas à parler d'une voix ambitieuse sur la question. Et on peut dire que c'est plutôt les États-Unis et la Chine qui ont pris le leadership sur la question. Mais justement, les États-Unis semblent vouloir faire marche arrière sur cet accord de la COP 21. Est-ce que ça peut encore fragiliser l'Europe ? Quelles sont les perspectives ? Oui, les États-Unis envisagent soit de se retirer de l'accord de Paris, soit éventuellement de réduire le niveau d'ambition de leur engagement. Pour l'Europe, ça pourrait être finalement une chance parce que ça pourrait lui permettre de bâtir avec la Chine une nouvelle alliance qui pourrait remplacer l'alliance entre la Chine et les États-Unis pour faire en sorte que la dynamique internationale finalement en la matière ne soit pas cassée, mais continue d'être maintenue. On a besoin sur ce sujet d'un véritable leadership. Donc il y a une prise de conscience de l'Europe qu'il faut agir il y a une prise encore plus fort. Il y a une prise de conscience, tout à fait, mais la question reste difficile. D'ailleurs, tous les pays membres de l'Union européenne n'ont pas ratifié l'accord de Paris, donc on voit bien que certains pays traînent. Ça n'est pas évident pour tout le monde. Et l'Europe a également beaucoup de mal à se répartir l'engagement collectif qui a été pris entre les différents États. Donc c'est quelque chose qui est toujours en négociation. Une fois que cela aura été négocié, on y verra plus clair et les pays pourront mettre en œuvre l'accord de Paris, qui est finalement la mise en œuvre de l'accord de Paris, qui est de la responsabilité, je dirais, de tous, de l'Europe, des pays, mais aussi des citoyens.